Bonjour tout le monde. Coucou! Aujourd'hui, on est transparent, c'est un petit peu galère pour nous de continuer à partager nos aventures en Asie du Sud-Est alors que vous êtes nombreux dans les commentaires ou en message privé à nous demander où on en est actuellement. Alors on est flex, on s'adapte et on se dit que le mieux c'est de partager avec vous tout de suite notre actualité et évidemment on continuera à partager toutes nos aventures d'Asie avec vous dans les prochaines vidéos. On continue à garder notre rendez-vous le mardi, mais là on se disait voilà, c'était important de faire ce point. Et puis d'ailleurs, je le dis, mais si on continue aussi à partager l'évasion, c'est parce qu'on pense que c'est quand même très important dans cette période de continuer d'essayer de s'échapper un petit peu de ce quotidien qui est anxiogène, on va dire. Et puis voilà, on a des très belles images à partager et que ça peut nous faire du bien à tous. Alors, on est de retour en France. On focus, on revient un petit peu. On est de retour en France. On est dans le sud de la France. On a retrouvé notre camion Monster dans lequel on est et on est bien, on est vraiment bien. Ouais. Pour remettre un peu dans le contexte, il y a plein de choses qui ont changé très rapidement. Il a fallu ces dernières semaines prendre des décisions très rapides pour changer complètement le voyage. On revient à début mars, on est à Hoi An, une ville vraiment charmante, une étape qu'on attendait vraiment dans le centre du Vietnam. C'est magnifique, des petites ruelles, des temples, plein de choses à voir. On est avec notre partenaire Mr. Lean Adventure en train de faire une vidéo de promotion de cette destination. Et... Ah, je l'interromps. On va d'ailleurs partager avec vous les coulisses de ce tournage pro pour vous montrer comment on réalise des vidéos professionnelles quand on travaille comme ça avec ce genre de partenaire. Et donc on avait interrompu là-bas notre tournage pour faire rapidement une vidéo au bord de la piscine. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir à la fin de cette vidéo où on parlait vraiment de la situation qui nous inquiétait un petit peu et de savoir comment allait se passer la suite, etc. À l'époque où on tournait ça, on était assez serein, vigilant mais serein. On vous parlait de comment ça se passait au Vietnam, on vous expliquait aussi que nos billets de retour étaient annulés. Mais pour l'instant, on avait encore cette possibilité par la compagnie aérienne de nous trouver un vol secours à la même date, qui irait donc de Bangkok à Paris, parce que oui, notre vol retour devait partir de la Thaïlande. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est 5 jours après. Eh ben oui, on ne le savait pas à ce moment-là, mais 5 jours après, ça s'est vraiment précipité et on a quitté le Vietnam. Oui, alors c'est ça qui est quand même assez perturbant, c'est qu'on l'a tous vécu. Hein. On a un enchaînement de décisions qui sont à la fois très difficiles et pourtant il faut prendre des décisions très rapidement. Et là, on n'a pas eu trop le choix. En fait, il y a deux choses qui nous ont fait faire quitter le Vietnam précipitamment, je dirais. Et ben, c'est qu'on voyait que la situation évoluait de plus en plus vite, notamment au Vietnam, et on avait très peur que la Thaïlande prenne elle aussi des mesures contraignantes. Vous l'avez compris, notre vol de retour part de Bangkok, Thaïlande, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait si à un moment tout simplement la Thaïlande ne nous accepte plus. Ça commençait à nous mettre une boule au ventre. Donc tous les jours tu te demandes est-ce qu'il faudrait partir ou pas de ce pays. C'était compliqué, et surtout le deuxième événement, ça fait que tout a basculé. C'est la baie d'Along, effectivement. La dernière étape de ce voyage, et on l'avait préparé depuis 6 mois avec notre partenaire, c'était de finir en apothéose, c'est par la visite avec une croisière dans la baie d'Along et de pouvoir partager ça. Et puis vraiment, ça nous faisait rêver. Et... Ça fait 6 mois que j'en parle aux enfants. 6 mois, c'est un peu mon rêve à moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas l'expliquer. J'avais envie de finir en beauté avec ça. Donc les enfants, je leur ai vendu le produit, un truc magique. On se les gardait sous le coude, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on aurait pu le faire. Et là, ils nous appellent, ils sont aussi dégoûtés que nous. Et ils nous annoncent que la baie d'Along est fermée et que ce projet-là, c'est plus possible. C'est fichu. Et là, on se dit que finalement, une des choses les plus importantes qui nous retenait au Vietnam, c'était cette visite-là. L'actualité aussi du Vietnam évolue rapidement. Donc le Vietnam, je vous explique en quelques mots comment ils gèrent cette situation. C'est un petit pays, mais ils sont très actifs. Peut-être qu'aux yeux de certains, oui, clairement, les décisions peuvent paraître assez radicales, mais ils savent qu'ils n'auront pas les structures en fait pour gérer si la maladie, elle se répand trop et trop rapidement. Ils avaient fermé d'ailleurs très rapidement les frontières pour la Chine. Tout à fait. Et puis alors il y a aussi autre chose, c'est que c'est un pays comme d'autres pays en Asie où il y a 3 générations qui vivent dans la même maison. Donc on comprend très vite qu'ils se disent, mais attendez, il y a des porteurs sains, il y a des personnes âgées, ça va être un carnage, on va éviter tout ça, il faut prendre des mesures radicales rapidement. Alors concrètement, on est en contact avec pas mal d'autres voyageurs, on se partage nos informations, et là on entend de tout. Il y a des gens qui arrivent encore à visiter des sites, d'autres qui disent, là moi il y a un site qui vient de fermer.
Les sites touristiques, en fait, concrètement, se ferment par mesure de protection. On a des amis qui, dans leurs hôtels, ne sont plus acceptés dans certaines régions parce que les Vietnamiens ont peur des Blancs. Dans les restaurants aussi. Dans les restaurants aussi. On voit que tout s'accélère et franchement, cette situation, je pense que beaucoup qui l'ont connu, qui étaient en voyage l'ont vécu. On se retrouve à essayer de prédire l'imprévisible. Donc honnêtement, c'est juste pas possible, quoi. Donc voilà, on se dit que la plus belle chose qu'on voulait faire, qui nous restait à faire au Vietnam, n'est plus possible. C'est très simple, on est jeudi. Et on prend la décision ce jour-là de quitter le Vietnam et le lendemain, on est parti. Et là, tout s'accélère. Et là, c'est dur en plus parce que, voilà, les coulisses de tout ça, c'est qu'on se retrouve à devoir en parler aux enfants, à devoir leur dire qu'on quitte cette super guest house où les gens étaient franchement adorables. Il y a eu des situations très anxiogènes au Vietnam, mais nous, on doit dire que là où on était, c'était un petit paradis. La dame, elle nous a fait des câlins. Hein. On n'était pas en mode, ils ont peur de nous. Donc, c'était juste génial. Cette ville, c'est une pépite, clairement. Et ce pays, on le surkiffe. Donc, vous devez retrouver à annoncer tout ça aux enfants et leur dire, et le lendemain, changement de décor, on part en Thaïlande. Et en Thaïlande, on ne l'avait pas du tout prévu. On ne devait pas du tout explorer la Thaïlande. Alors, on devait juste prendre notre billet retour. Hein. On fait un petit rebond, on essaie de trouver où on va aller en Thaïlande. Le plan, c'est de ne pas s'éloigner trop de Bangkok parce qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler. C'est sûr que ça nous tentait bien d'aller dans les îles, de finir éventuellement par des îles. Mais honnêtement, on s'est dit, pas trop loin de Bangkok, ça serait vraiment chouette. Mais où aller? Et c'est là que tu as eu un Et là, c'est la magie des voyageurs et du fait qu'on soit tous en contact les uns avec les autres. Et là, notre ami Pascal, qui est en Thaïlande, nous dit, écoutez, moi, j'ai un petit havre de paix à vous proposer. C'est à 3 heures de Bangkok. Vous allez vous y réfugier. Et puis, vous attendez que votre vol retour, là, même s'il a été annulé, que la compagnie vous retrouve ce vol pour rentrer en France. Alors ce petit havre de paix, c'est aussi parce que on est au bord de la rivière Kwai, donc ça c'est une première chose qui est magnifique, mais c'est surtout qu'on a des éléphants, c'est un sanctuaire d'éléphants. Ouais, on est dans la région du Kanchanaburi, et c'est vraiment une pépite. Alors ce lieu, il est difficile à décrire, il faut le vivre, c'est une expérience. On est chez Ban Mama. Mama, c'est parce qu'on l'appelle tous Mama, c'est la maman de tous les gens qui sont là-bas. Elle a un cœur en or, elle est passionnée d'éléphants, c'est simple, hein, je pense qu'ils font partie de sa famille, ces éléphants. Et c'est une expérience magique. C'est un ancien hôtel et je pense que honnêtement, c'est des potes à Dali qui ont dû le créer, c'est des fous furieux, donc le cadre est magique et hyper atypique. Et puis vous avez des éléphants dans votre jardin. Concrètement, vous prenez votre petit-déj et puis il y a des éléphants qui vous attendent là. C'est surréel. C'est une expérience complètement différente de ce qu'on avait pu faire sur le sanctuaire au Cambodge. Vraiment pleine d'émotions, pleine d'échanges. Enfin. Ça avait été un réel coup de cœur pour notre ami justement Pascal et son fils Cléo. Mais là, nous, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que voilà, il y a des tensions mondiales qui sont là, qui nous mettent des boules au ventre et on n'arrive pas à profiter pleinement de l'endroit. Donc, ça fait déjà un petit moment qu'on ne profite plus parce qu'on passe beaucoup de temps, surtout toi, d'ailleurs, à chercher plein d'informations, à la fois sur les vols, informations sur les ambassades, les différentes ambassades, les retours de voyageurs. Ça, c'était très chronophage. Puis, on n'était plus dans le voyage. Tu protèges les enfants, donc d'un côté, tu essaies de leur dire que tout va bien, tu continues d'essayer d'avoir une vie normale, et en même temps, tu passes énormément de temps à te renseigner, les gens s'appellent, on se passe des informations, tu essaies de vérifier les informations, parce qu'on le sait, il y a aussi pas mal de choses fausses qui circulent à ces moments-là, donc tout ça prend du temps, donc c'est l'excuse pour nous pour revenir là-bas, hein, parce que clairement, c'était un endroit vraiment magique, les enfants s'y plaisaient, mais tout évolue très vite, surtout de l'autre côté de la Terre en fait. Hein. Parce qu'en France, à ce moment-là, notre président, il était en train d'annoncer qu'on fermait les bars et les restaurants. Nous, on venait juste d'arriver dans ce lieu. On entend déjà des bruits comme quoi la France va se refermer. Nos proches commencent à s'inquiéter aussi pour nous de la situation. Les Thaïlandais commencent aussi à s'inquiéter. On n'est pas sûr de pouvoir rentrer. On n'est pas sûr de pouvoir rentrer, c'est tendu honnêtement. Hein. Alors on est dans ce lieu magique et avec Fred on est en partie dégoûté parce qu'on se dit qu'on n'arrive pas à en profiter sereinement et en profiter à fond. C'est quand même super dommage. Mais en même temps c'était génial de pouvoir être là dans ces derniers moments. On s'était engagé pour faire 6 jours de volontariat et prolonger si nécessaire. Et puis là en fait ce qui nous fait basculer... C'est tu as reçu la nouvelle comme quoi. Je te laisse, allez, tu l'annonces. La compagnie Kuwait Airways s'engage à rembourser les vols. Et donc, il y a plein de choses qui se débloquent. Et là, on se dit, là, il faut vraiment profiter, il faut vite rentrer, racheter un billet. On n'est plus obligé d'attendre
pile ce billet retour, ce que vous l'avez compris, nous, notre voyage, il était sur sa fin. Il y a des gens, ils commençaient juste leur voyage, ils partaient 1 an. La situation est différente en fait pour chacun. Dans notre cas, on allait bientôt rentrer. Et j'allais dire, de toute façon, on va rentrer dans une situation assez catastrophique en France, qu'on rentre maintenant ou dans une semaine. Franchement, ça ne changera pas, mais peut-être qu'on sera plus serein de rentrer maintenant. On sait aussi qu'avec ce qui risque d'être annoncé, notre crainte, c'est que tous les sites de réservation de vols en ligne saturent, qu'on ne puisse plus rien trouver. Donc on se dit que c'est le moment ou jamais, c'est notre décision. C'est le moment ou jamais d'acheter un billet et de rentrer plus tôt que prévu, mais d'être sûr qu'on trouve à la fois des billets en ligne et puis que les compagnies continuent à opérer des vols vers la France. Et puis je me rappelle, on a cherché ça l'après-midi, vraiment on était sur ça. Alice, j'achète. Oui, on a acheté le billet, on l'a annoncé et on est parti faire les valises tout de suite pour partir le lendemain très tôt. En quelques jours, on a quitté le Vietnam, on est arrivé en Thaïlande et on a quitté la Thaïlande. Enfin, ça s'est fait... Et on est arrivé en France. C'était assez compliqué. Mais alors en plus, Fred, tu dis ça, mais on s'est posé la question de où on rentre en France. Parce que ça fait plus de 6 mois qu'on ne voit pas les gens qu'on aime, qu'on ne voit pas notre famille. Et évidemment, le retour n'était pas prévu comme ça. On devait rentrer voir nos parents, on devait fêter les 10 ans d'Esteban au Futuroscope. Faire un mini tour de France, voir nos amis, profiter. Mais là, on comprend très vite que ça ne va pas être possible. À un moment, il faut être raisonnable. Donc, honnêtement, on les a comme ça. On est mal, on est triste, mais on comprend qu'il n'y a pas le choix. Donc voilà, on prend la décision de rentrer sur la Côte d'Azur où notre camion était en hivernage chez des amis. On les appelle, on voit comment on s'organise parce que vu la situation en France, à un moment, il faut qu'ils nous acceptent. Bien sûr. Voilà. Et on rentre et là, tu te dis, c'est pas grave, on a nos billets, c'est parti, on va à Bangkok, on prend nos vols. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Non, on a remis un coup de stress encore. Ça monte en permanence. Je crois qu'on était dans la série 24 heures, vous voyez, c'est un truc de dingue. Tous les jours, il t'en arrive une belle et ça n'arrêtait pas. On arrive à l'aéroport de Bangkok. Ah bah tu l'as senti tout de suite à l'aéroport, tu as dit, mais il y a une file d'attente avec des gens de côté, il y a un souci et honnêtement, ça serait bien des Français. Effectivement, tu l'as très bien senti parce que tous les Français qui voulaient rentrer sur Paris étaient mis de côté et le vol était annulé. Et ils nous proposaient quand même des alternatives sur différentes destinations. Il y avait Genève, Francfort, Bruxelles. Après, Bruxelles a fermé, donc c'était pas possible. Plusieurs. Et là, il fallait choisir, en étant au comptoir, dire je veux aller à tel endroit. Et honnêtement, on ne savait pas du tout comment on allait faire. C'était ubuesque, c'est-à-dire qu'à la fois les gens faisaient énormément la queue et avec Fred, l'expertise qu'on a de la gestion de crise qu'on a dû gérer dans nos vies précédentes, c'est qu'à un moment il faut essayer de ramasser un maximum d'informations, partager les informations avec les autres. Donc on a essayé rapidement de regrouper les gens, de comprendre en fait quelle destination était disponible ou pas, parce que finalement vous vous retrouvez face à un comptoir, vous avez une gentille petite personne qui vous dit voilà, votre vol à Paris est annulé. Donc tu pouvais faire ta première escale jusqu'à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, mais tu ne rentres pas dans ton pays. Puis être bloqué à Abu Dhabi, c'est pareil. Pareil, Abu Dhabi, tu sentais que bientôt ils allaient dire qu'ils acceptaient plus les ressortissants de France, donc tu sens que ça devient un peu coriace. Donc c'était notre avantage de savoir qu'il y avait 3 possibilités. Donc sur le coup, on se dit qu'on va prendre la décision d'aller faire un vol jusqu'à Genève, parce qu'on a des contacts en Suisse, parce que la Suisse nous paraît plus proche de la Côte d'Azur que la Belgique. Merci les routards. Merci nos copains routards qui nous disent tout de suite on s'organise, on viendra vous chercher, on trouvera toujours une solution, mais venez, on se débrouille. Mais pareil, c'est parce qu'on a gagné du temps pendant qu'on faisait la queue au comptoir qu'on organise tout ça. De toute façon, arrivé au comptoir, elle nous dit il n'y a plus de place pour Bruxelles, c'est soit Francfort, soit Genève. Je m'en souviens lui dire on a un vol pour aller jusqu'à Nice, comment ça se passe? Et là, il y a un moment où on est tous des êtres humains. La femme en face de nous, elle est paniquée, elle dit écoutez, je fais ce que je peux avec les informations que j'ai, ça prend des heures. Notre vol, il doit décoller à 18h05. Je vous jure, on est monté dans l'avion à 18h01. Et là, l'avion, il est blindé. C'est complet de chez complet. On est vraiment les derniers à monter dans l'avion. Et là, on fait ouais. Ok, et on ne sait pas où on va atterrir, comment ça va se passer. Tu parles de vol, mais je remonte juste en arrière. C'est pas une décision facile à ce moment-là de décider de quitter les pays où nous sommes pour rentrer en France. D'un point de vue sécurité, on a décidé que pour nous, c'était la meilleure solution d'avancer notre retour. Mais d'un autre, honnêtement, on est comme ça, d'être dans des vols avec plein d'autres personnes. 400, 500 personnes. On a des masques, parce que je vous rappelle qu'en Asie, il y a des masques qui sont disponibles. On se lave les mains, on répète, on ressasse sans arrêt aux enfants le fait de porter leur masque, le fait de se laver les mains sans essayer de trop les stresser. Mais oui, c'est des décisions, je ne sais pas comment on peut le faire comprendre aux gens, mais t'essayes de faire ce qu'il y a de moins pire.
Parce qu'honnêtement, on en est à ce stade-là. Hein. Tu prends la décision qui te paraît la moins pire à ce moment-là, et en même temps, tu n'es pas serein de dire qu'on va rentrer en France, qui est un des pays qui, à ce moment-là, commence à avoir la contamination de plus en plus importante. Donc, on a l'impression qu'on prend un risque, mais que c'est le moins des gros risques qu'on peut prendre à l'heure actuelle. Donc, c'est pas facile. Vous vous retrouvez dans ces vols où il y a tous ces gens, dès que quelqu'un tousse, l'ambiance, elle n'est pas géniale. Donc, ça aussi, c'est pas marrant. On arrive à Abu Dhabi... le soir. Surtout pensant partir sur Genève. On sait que le prochain vol doit faire Abu Dhabi-Genève, mais qu'est-ce que je te dis ? Si, on va quand même demander au comptoir, voir effectivement si on peut avoir une connexion Genève-Nice pour rentrer. Oui. Et là, surprise, le vol pour Paris est réapparu. Il était annulé et finalement, en fait, pas du tout. C'est même pas ça, c'est que je m'en souviens qu'on va la voir et on dit écoutez, on sait que vous nous avez déroutés, c'est pas grave, courage à vous, ça doit être galère, mais est-ce que vous pouvez pas nous gérer le petit Genève-Nice, quoi ? Parce qu'après tout, les compagnies aériennes, elles travaillent entre elles, elles ont des partenariats, donc c'était notre but à ce moment-là. Et elle nous regarde, elle fait mais de quoi vous parlez ? Mais le vol Abu Dhabi-Paris n'a jamais été annulé, messieurs, dames. Et là, tu es dans un film, c'est un truc hallucinant. Mais c'est pas possible. Tu viens de vivre une montée de stress énorme et elle te dit non. Elle passe des coups de fil. Honnêtement, ils ont géré à ce moment-là. Et elle nous dit, écoutez, votre vol, il a été annulé suite aux annonces de votre président en France. Mais en fait, il a été désannulé. Donc maintenant, il est de nouveau dispo. Donc, vous allez pouvoir rentrer à Paris. Par contre, il faudra vous dépêcher. Vous allez avoir une toute petite correspondance pour attraper votre vol qui va faire Paris-Nice. Donc là, tu es serein. Mais par contre, qu'est-ce qu'on se retrouve à vivre à Abu Dhabi ? 11 heures d'escale dans un aéroport de nuit. Ça, on sait faire. Hein. Ça, on sait faire. Dormir dans l'aéroport, on le fait depuis des années. Ouais, alors on sait faire, mais pas dans ces circonstances. Honnêtement, faut le reconnaître. On a été juste crevés. Je crois que les enfants ont dormi 4 heures. 4 heures. Donc, vous imaginez l'état d'excitation de nos enfants. Nous, on n'a pas pu dormir beaucoup plus. Hein. On s'est relayé. Donc, tu arrives, tu as des cernes comme ça et tu te dis que tout n'est pas encore joué, il faut se dépêcher. Et finalement, ça l'a fait. On est arrivé à un aéroport Charles de Gaulle désert. C'est surréel. Vous avez l'impression d'être dans un film de zombies. Je fais que de vous citer des trucs de films, mais franchement, l'ambiance était très particulière. On a couru pour attraper notre correspondance. Entre-temps, on a remercié nos copains suisses en leur disant qu'on n'avait plus besoin de leur aide. Entre-temps, on a dû prévenir nos amis de la Côte d'Azur que oui, il fallait venir nous chercher, mais qu'il fallait qu'ils aient bien leur attestation pour se déplacer. On a appelé les numéros, donc on savait qu'ils avaient l'autorisation de le faire, parce qu'on n'avait pas envie de mettre nos amis dans la galère. Et là, tu arrives en fin d'après-midi. Il fait froid. Excusez-nous, mais là, on vient de vivre à peu près 6 mois dans des températures entre, je sais pas moi, 25... Et 35-40. Oui, c'est ça. Donc il fait très froid. Il fait très froid en ce moment en France. C'est pas notre plus gros problème, on vous l'accorde. Mais le décalage horaire, la météo qui est hyper changeante. Voilà, on arrive, mais on retrouve Monster. Et là... on retrouve nos amis. C'est clair. Et là, on retrouve nos amis Monster, du vin rouge, du fromage. Et là, ça repart. Et on sait que maintenant, on se dit, un petit confinement de 15 jours. Et puis, les jours passent. Et comme vous, on se dit qu'on va rester là. Alors concrètement, la situation pour nous, elle est un petit peu atypique du fait que on a appelé nos amis, on vous en avait parlé, et on a décidé de se mettre à 8, donc que nos 2 familles restent ensemble pendant toute cette période. On sait qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer parce que ça ne dépend pas de nous, mais ils ont dit on attend votre arrivée et on vivra ça ensemble. Donc on sait qu'on a extrêmement de chance, on est dans notre camion, mais on a la chance d'être... sur 3 hectares de domaine parce que nos amis sont des chevriers, donc ils ont des animaux, ils ont de la place. Nos enfants ont cette chance de pouvoir aller faire du vélo, de jouer avec leurs copains. On sait que c'est pas le cas, pas le cas pour tout le monde. Donc on sait qu'on a beaucoup de chance dans tous les challenges auxquels on vient de faire face. Que finalement notre retour, on voit pas tous les gens qu'on aime. On est sur la Côte d'Azur avec tous nos copains. On peut juste les skyper, mais c'est le cas pour tout le monde. Donc voilà, on relativise, c'est difficile, mais... Voilà, et qu'on a surtout la chance d'être dans un lieu gigantesque. Nos copains sont chevriers, donc produisent du fromage. Voilà, on a des copains en or. Hein. Non, mais voilà, c'est vrai, on arrive à relativiser. On est comme tout le monde, on est très frustré, mais on sait qu'il faut être vigilant et qu'il faut serrer les coudes dans cette période-là. Donc voilà, rassurez-vous, parce qu'on sait que pour certains, c'était un peu de l'inquiétude. On a retrouvé notre camion, on l'a sorti de l'hivernage.
on a pu aller faire des courses, on est avec nos enfants. Après, nous, on continue à faire de l'instruction en famille. Finalement, là-dessus, ça nous change pas trop. On vit beaucoup tous les quatre. Finalement, ça nous change pas trop. C'était des choses dont on avait l'habitude. Il y a un peu moins d'aventures tous les jours, mais je crois qu'on va Non. pouvoir s'organiser pour vivre comme quelques autres aventures Ouais. sur les 3 hectares. Et puis, voilà, on est comme tout le monde, on pense très fort à tous les gens qui continuent à travailler, qui continuent à devoir aller à l'extérieur, malgré les consignes, parce qu'il faut bien. On pense aussi à toutes les personnes qui font du télétravail et qui jonglent avec les enfants, qui découvrent un petit peu ce monde de l'instruction en famille, tout en n'ayant pas toutes les cartes en main. On sait que c'est un énorme challenge, donc courage à vous tous. On pense très fort aussi à tous les gens qui sont bloqués à l'étranger. On a pas mal de gens, de familles qu'on suit, de copains qui sont à l'étranger. On a les XTG Family qui sont bloqués et qui ont été délogés plein de fois. Donc pour eux, c'est pas facile. Courage, les copains. On a aussi les Nesta, on sait qu'ils sont en Colombie. Alors eux, ils ont eu un peu plus de chance, ils ont réussi à trouver un havre de paix, c'était pas forcément celui de la base, mais voilà, ils l'ont trouvé, ils s'organisent aussi avec d'autres familles, donc on voit qu'il y a des beaux élans de solidarité dans le monde, et ça franchement, ça fait plaisir. Il y en a en France, il y en a partout ailleurs, voilà. Après, il y en a qui restent bloqués parce que, notamment, notre copain Pascal, les cargos ont doublé leurs tarifs pour faire ramener les camping-cars ou les camions, et pour eux, effectivement, avec un véhicule par rapport à des voyageurs en sac à dos, c'est plus compliqué de s'organiser pour rentrer comme ça à la dernière minute, prendre un vol. C'est vrai que pour ça, on a eu quand même beaucoup de chance. Oui, c'est vrai qu'en fait, quand tu as un véhicule, tu as à la fois cette chance d'avoir ta maison roulante, donc ça, c'est vrai que c'est top. Mais par contre, si tu veux rentrer en France, c'est quelque chose qui s'organise et dans la situation actuelle, ça devient beaucoup plus compliqué. On a aussi Audrey et Bass qui sont bloqués en Tunisie, dans une chouette maison. Au bord de la plage. Ils ont réussi à s'adapter, donc moi je trouve que les gens à l'étranger si je me permets de dire ça, c'est parce que je trouve que c'est vrai que c'est pas facile quand tu es à l'étranger, tu es en dehors de ta zone de confort quand même, tu sais pas forcément comment la politique va être gérée dans ces pays-là, donc c'est quand même une source de stress supplémentaire, mais après en même temps je trouve qu'il y a des belles initiatives qui se font et ça c'est juste formidable et ça nous donne tous du baume au cœur, on voit que la nature se réveille et qu'elle reprend ses droits dans plein de lieux, donc ça aussi c'est génial. On parlait de solidarité. Moi je pense, je suis désolée, on vous parle de plein de gens, mais parce que je pense que c'est important de parler de tout ça. Mais on a Kim et Marianne de Voyage à plein temps aussi, qui ont fait un truc très très chouette. Ils ont fait une carte où ils mixent à la fois les gens qui sont en véhicule, les nomades et qui ont besoin d'un lieu où se poser, et puis des gens qui justement sont prêts à partager un bout de jardin, un bout de terrain. Et ça c'est juste magnifique de voir que dans ces cas-là, l'homme est capable de faire de super belles choses. Donc d'ailleurs, si vous avez un bout de terrain à partager, n'hésitez pas à le faire savoir à Kim et Marianne sur leur chaîne de Voyage à plein temps. Donc voilà, on vous envoie plein de courage à tout le monde. On essaye de penser comme tous que le meilleur de l'homme va essayer de ressortir de cette situation. Et puis on vous dit à bientôt. On va partager plein d'autres vidéos sur nos voyages pour continuer l'évasion. Allez, merci à tous. À bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin des vôtres. Ouais. Salut.